c'est notre première vidéo YouTube. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Mélanie, j'ai 24 ans. Et moi c'est Laura, j'ai 35 ans. Et on est en couple depuis 6 ans. En janvier, ça fera notre 7e année. On entamera notre 7e année. J'ai eu du mal avec ça d'ailleurs. Moi je croyais qu'en janvier ça allait faire nos 7 ans, mais non, pas du tout. Non, on entame. Ouais, du coup, on entame juste notre 7e année en janvier. Voilà, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans. On entamera notre 3e année de mariage en janvier aussi. Pareil, voilà, tout est en janvier, de toute façon. On a 3 filles. Alors, on a Swiley qui a 3 ans et demi, qui aura 4 ans en janvier. Et on a des petites jumelles qui ont 9 mois actuellement, mais qui auront 1 an en janvier. Voilà, ouais. Tout est en janvier, nous, c'est pas compliqué. Et même quand on s'est mis ensemble, c'était en janvier. Voilà. En janvier, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la PMA. Parce qu'on a eu pas mal de vidéos, d'ailleurs sur TikTok et Instagram, des petits DM comme ça qui nous disaient comment ça s'est passé pour vous. Enfin voilà, on avait plein de petites questions. Du coup, là, on a tout regroupé et on a notre petite liste ici pour savoir les étapes pour pas qu'on se perde dans notre parcours. Et c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui, mes choupis. Alors, on va commencer par le premier thème. Donc, qu'est-ce que la PMA? Voilà. Alors, c'est la procréation médicalement assistée, mais avec nos mots à nous, voilà, c'est aider les couples LGBT ou hétéros à avoir des enfants. Voilà, pour ceux qui ont du mal aussi, même pour des couples hétéros, à avoir des enfants. Donc, du coup, on les aide médicalement. Voilà. Tout simplement. Les différentes façons. Voilà. Donc, il y a l'insémination artificielle, la FIV et la ROPA. Voilà. Après, on rentrera plus dans les détails par rapport à ce qui est... Enfin, on peut le faire là d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que l'insémination? L'insémination, en fait, tout simplement, c'est... on va prendre, du coup, le sperme du donneur qu'on va choisir préalablement. Voilà, on vous parlera de tout ça après. Mais en gros, on prend le sperme du donneur qu'on injecte dans l'utérus de la future maman. Et on voit si ça prend. Ouais, et on voit si ça prend. Après, une FIV, par contre, c'est une ponction. On ponctionne la maman. On prend du coup tous ces follicules qui sont matures. À peu près, généralement, ils attendent que les follicules atteignent 1,75. Ouais, à peu près. Ouais. C'est ça. Et millimètres. 1,7, ouais, 1,7 mm. Une fois qu'ils ont atteint ça, ils vous ponctionnent. Le nombre, il y en a forcément minimum 2. Oui, minimum. Ouais, c'est minimum 2 parce que c'est là, à part pour ceux peut-être qui ont des problèmes, mais voilà, ils vous ponctionnent. Une fois que vous avez été ponctionné, ils injectent le sperme de votre donneur dans votre follicule. De là, en fait, les cellules vont commencer à se diviser. Ça va être fécondé, du coup. Voilà, ça va être fécondé. De là, ils vont les congeler. En fait, ils vont les congeler. Et une fois qu'ils les ont congelés, pour vous transférer, généralement, c'est pas sur le même cycle. Il faut revenir peut-être le mois d'après. Nous, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et une fois qu'ils sont matures, qui sont au 7e jour, généralement. Ouais, 6-7e jour. Ils vous les réinjectent dans votre utérus. Voilà. Et après, la ROPA, vas-y si tu veux expliquer. Donc, la ROPA, du coup, ça va être... nous, on a fait une ROPA pour les jumelles, donc on va vous expliquer. Du coup, on a ponctionné mes follicules à moi, qui ont été fécondés à l'extérieur par le même donneur, donc que Swiley, parce qu'on avait choisi le donneur, et on a gardé le même donneur donc, pour nos 3 filles. Et donc, une fois qu'ils sont fécondés et qu'ils sont pareils à 6-7 jours de maturité, on les réinjecte, mais dans l'utérus de ma femme, voilà. Donc de votre conjointe. Voilà, en gros, les deux mamans ont quelque chose à donner, quoi. Voilà. Il y en a une qui porte et l'autre qui donne, voilà. Tout simplement. Après, les lieux de la PMA. Alors nous, quand on a commencé à chercher, on savait qu'il y avait la Belgique, on savait qu'il y avait l'Espagne, principalement, et c'est tout. On ne savait pas qu'il y avait le Portugal. Mais la Belgique, on n'a pas choisi la Belgique parce que pourtant c'était plus près. On a fait la région parisienne. Et par rapport au taux de réussite, ils étaient moins bons que l'Espagne. Ils étaient moins bons, mais aussi on l'a pris dans le sens où on voulait se rapprocher de nos origines. Ouais. On est portugaises toutes les deux, et c'est vrai que la Belgique, ça ne nous correspondait pas. Bah non, on voulait un donneur un peu latino. Latino. Voilà. Du coup, on est parti en Espagne, mais il faut savoir qu'au Portugal, on l'a su qu'après,
Swailey était déjà né. Au Portugal, ils font aussi les inséminations, les FIV et les repas. Et il faut savoir qu'il y a un petit truc en plus au Portugal, c'est que le donneur n'est pas forcément anonyme. Et ça, c'est bien d'un côté. Nous, c'est pas qu'on regrette, mais si on l'aurait su plus tôt... On l'aurait peut-être fait au Portugal. On l'aurait fait sûrement au Portugal, je pense. On l'aurait fait plutôt au Portugal qu'en Espagne, malgré qu'on adore notre clinique. Mais c'est vrai que par rapport au donneur, nous, dans notre clinique, le donneur est complètement anonyme. Il ne sait même pas en fait si ça a fonctionné ou pas. Il donne simplement sa graine. Ils ont le droit à 3 donations maximum. Ouais. Après, il faudrait revoir. Peut-être ça a changé depuis, mais normalement, c'était 3. Et en Belgique, c'est pareil. Le donneur est anonyme. Et il n'y a que au Portugal, en fait, que le donneur peut être non anonyme, si vous préférez. Après, il y a peut-être d'autres pays, mais on ne connaît pas. Voilà, nous, on parle de notre expérience, bien sûr. Ouais. Et au Portugal, en tout cas, le donneur n'est pas anonyme. C'est-à-dire, il peut laisser une lettre, il peut laisser le son de sa voix, il peut laisser des photos de lui, bébé. Enfin, on sait s'il a déjà des enfants. Voilà, Alors qu'en Espagne et en Belgique, pas du tout. On sait juste ses traits de caractéristiques, sa couleur de peau, sa couleur des yeux, sa couleur des cheveux, sa taille, son poids, son groupe sanguin et basta. Voilà, ça c'est un peu ce qui nous... C'est un petit regret que j'ai moi personnellement, dans le sens où j'aurais su plus tôt, j'aurais fait toutes mes démarches au Portugal. Après on l'a su pour Swailey, mais Swailey était déjà né quand on a su qu'au Portugal il le faisait. Et on n'a pas décidé de faire les jumelles au Portugal. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait ça injuste que les jumelles puissent connaître leur donneur et pas Swailey. Du coup, on a dit on met tous les enfants, tous nos enfants qu'on aura, on les met tous au même niveau. Et si Swailey ne connaît pas son donneur, les autres ne connaîtront pas leur donneur, ce qui me paraît logique. Et puis ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est qu'elles aient le même donneur. Oui, voilà. C'est sûr. Elles n'ont pas la même maman, mais du coup, elles ont quand même le même donneur. Donc quoi qu'il arrive, ça reste des demi-sœurs, ça reste des sœurs, quoi. Voilà. Même si aux yeux de la loi, on est toutes les deux reconnues maman. Voilà. Moi, je suis la maman biologique aux yeux de la loi, même pour les jumelles. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est moi qui ai accouché, même si les jumelles, ce sont les gènes de Laura. Et Laura est un peu le père dans l'histoire où c'est elle qui va reconnaître. Je suis le parent d'eux. Voilà. Mais en gros, tu as plus le rôle du père dans le sens où c'est toi qui reconnais, tu vois. C'est moi qui vais à la mairie pour reconnaître en fait l'enfant. Voilà. Donc, comment on a trouvé la clinique ? Voilà. Il faut savoir... on va parler de notre parcours. Voilà, c'est nous, comment on a procédé. Après, il y a d'autres couples qui procèdent peut-être autrement. Donc, comment on a trouvé la clinique ? On a regardé sur Internet parce qu'au début, on était complètement paumés, on ne savait pas comment faire, on a un peu lâché en pleine nature, voilà. Surtout qu'en France, c'était pas autorisé à cette époque-là. Et surtout qu'on pouvait en parler à personne parce que nos parents n'étaient pas au courant. Voilà, on a fait ça vraiment toutes les deux. Et puis j'étais jeune aussi. Et oui, t'avais que 18 ans. J'avais que 18 ans. Et toi, t'en avais 29. 29. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté plusieurs cliniques par rapport à Google en Espagne. Parce qu'on s'est orienté donc à l'Espagne par rapport aux origines. Et donc, on en a contacté plusieurs par mail. En fait, on va sur les sites et on peut leur envoyer un message. Ouais. Il y en a qui nous ont répondu, il y en a d'autres qui n'ont pas répondu. Ouais. Et celle qui nous a répondu, c'était Gravida et Euguin. Et il y en avait un autre. Et Bernabé. L'Institut Bernabé. Et on a directement accroché avec Gravida. Ouais. On a eu aussi un entretien par mail, entre guillemets, avec Euguin. Mais c'était hyper cher. En fait, il fallait déjà payer la première... Le premier rendez-vous vidéo. Ouais, par Skype. Il fallait déjà le payer. Et j'avoue, on s'est dit, pourquoi on va payer le premier rendez-vous si on n'est pas sûr de prendre cette clinique ? Autant, en fait, lâcher l'affaire avec Euguin et préférer Bernabé et Gravida, qui était une consultation, la première en tout cas, gratuite. Et donc, du coup, Euguin aussi sont très chers comparés à Gravida ou Bernabé. Ouais. Et après, quand on a eu le rendez-vous Skype en fait avec Gravida, on a tout de suite accroché. Ouais. En fait, ça a été comme une évidence. Un coup de cœur en fait pour cette clinique parce que vraiment les médecins, les infirmières, super sympas. Ils parlent très très bien. C'est pas juste on est patient et eux l'équipe médicale. C'est vraiment il y a un relationnel de ouf. Oui, on envoie un mail dans la journée, c'est répondu ou le lendemain. Enfin, il n'y a pas d'attente. C'est voilà. Ouais, on peut appeler. On a toujours les mêmes personnes. Par exemple, là, si j'appelle aujourd'hui, je vais avoir Maria. Non, mais je vais avoir quelqu'un à l'accueil et je vais dire mon nom, mon prénom. Et là, ils vont direct me donner la personne que j'ai habituellement. On en a tous 2.
Oui. Parce qu'il y en a toujours une qui n'est pas là. Par exemple, il y en a une qui travaille le matin, l'autre qui travaille l'après-midi. Mais c'est vrai qu'on a toujours Deux interlocutrices. Ouais, deux interlocutrices et c'est toujours les mêmes. Et ça, c'est bien. Et après aussi, ce qui nous a plu chez Gravida, c'est que, en fait, Euguin, fallait être là-bas une semaine sur place pour faire tous les examens. Alors que Gravida, on peut faire les examens en France, tout envoyé par mail. On peut aussi les faire là-bas. On peut aussi les faire là-bas, mais du coup, nous, ça nous arrangeait parce qu'ils nous ont calé par rapport à nos dates où on était disponible, puisqu'on travaillait en fait toutes les deux à l'école. Voilà. Et toi, non, enfin même pas, tu travaillais plus à l'école, mais tu étais nourrice au domicile des parents. Et donc, en fait, avec Gravida, on pouvait choisir nos dates sur lesquelles on était disponible. Par rapport à nos vacances, tout simplement. Voilà. Et donc, ils nous ont calé par rapport à ça. Donc, on n'a pas pris un cycle, parce qu'on peut choisir un cycle naturel, c'est-à-dire attendre les règles donc, de Mélanie et partir précipitamment en Espagne, parce que c'est là, on commence les piqûres et paf, c'est maintenant. On a 48 heures ou 72, je crois. Ouais, et en fait, avec Gravida, on leur a dit, voilà, nous, on est disponible de telle date à telle date. Et du coup, ils ont donné la pilule à Mélanie pour qu'on puisse nous dire, voilà, vous prenez la pilule de telle date à telle date, vous aurez vos règles telle date. Vous commencerez le traitement telle date, tout était super bien expliqué, que ce soit par mail, même si on ne comprenait pas par mail, on téléphonait, on nous expliquait directement. Donc voilà, donc ils nous disaient à telle date vous aurez vos règles, à telle date vous commencez les piqûres, à telle date il faut venir en Espagne. Voilà. C'était... Et franchement, ils ne se sont jamais trompés. Ou peut-être s'ils se sont trompés, c'est un jour ou deux. Par exemple, mes règles, c'est vrai que c'est pas facile. Des règles, ça vient un peu spontanément. Or, même si j'avais la pilule, mes règles, peut-être, elles venaient pas le lendemain, mais elles venaient le surlendemain. Voilà, ça changeait pas non plus d'une semaine. Voilà. Donc, ça changeait de maximum 2 jours. Ouais. Et donc, le prix était super attractif parce que c'était 1190 € l'insémination. Là, on parle vraiment que de Swiley. C'est comme ça qu'on a pris contact avec eux. Et quand on dit 1190 €, c'est juste en fait l'insémination. C'est pas le voyage pour aller là-bas. Ça dépend de où vous partez. Nous, on partait de Paris. Alors, du coup, on avait à peu près 8 heures de route. Ah oui, 8-9 heures. Or, il y a les payages, il y a l'essence, il y a l'hôtel là-bas réservé parce que nous, pour Swiley, on restait une semaine. Ouais, pour l'insémination. Une semaine là-bas parce que quand j'arrive là-bas, c'est pas on me fait direct l'insémination. Non. Il vérifie encore ton taux. Les follicules, j'ai des prises de sang. Enfin, voilà, j'ai encore un suivi là-bas. On a eu d'ailleurs d'autres médicaments à payer là-bas. Donc, attendez-vous des fois à avoir du Ménopour. Enfin, je sais pas quel traitement on va vous donner, mais nous, c'était Ménopour pour notre part. On s'est retrouvé en fait à devoir repayer un flacon parce que du coup, tu n'avais pas assez de doses. Il te manquait encore. En fait, en France, ils n'avaient pas bien compris l'ordonnance. Et du coup, déjà, à l'époque, on n'avait pas trouvé de médecin. Non, qui nous faisait les ordonnances en français. Pour nous faire les ordonnances en français. En fait, c'était déjà marqué en français si vous préférez, mais il fallait une ordonnance de France pour que ça soit remboursé par la Sécu. Et moi, j'avais pas trouvé de médecin qui pouvait me le faire. Du coup, je venais avec mon ordonnance espagnole et on payait les médicaments de notre poche. Je l'ai payé grave et c'était 245 € la boîte. Ouais. Et il faut savoir que c'est pas votre médecin traitant qui peut vous le faire. Non, il faut que ce soit un gynécologue. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de trouver votre gynécologue qui puisse vous faire en fait vos ordonnances en français, parce que sans quoi vous payez tout le traitement plein pot. Exactement. Tout simplement. Après, les prix. Alors là, on a parlé de l'insémination. Maintenant, on va vous parler de la FIV. La FIV, qu'est-ce que c'est déjà? On l'a déjà dit. Oui, la FIV, c'est on ponctionne les follicules et on les fait féconder et on les réinjecte dans le corps de la femme. Dans le même corps de celle qui a donné les follicules. Voilà. Et donc ça, la FIV, c'est 5 920. 5 920 € la FIV. La FIV, voilà. Pareil, sans le voyage, sans tout ça. Voilà. Après, on a la ROPA. On vous réexplique. C'est je donne mes follicules, ils sont fécondés à l'extérieur et on les réinjecte en fait dans l'utérus de ma femme. Et là, c'est 8 590 € la ROPA. Voilà. Après, imaginons que le premier transfert, que ce soit pour la FIV ou pour la ROPA, imaginons le premier transfert que vous faites ne fonctionne pas. Vous devez repayer, par exemple le mois prochain, 1 520 €. Voilà, c'est un transfert. Vous ne repayez pas les 5 000 et quelques ou les 8 000 et quelques. Non, vous repayez simplement le transfert. Le transfert, parce que forcément, quand vous, en tant que fille, vous avez donné vos follicules ou que votre femme a donné ses follicules, forcément, il n'y en a pas que un. Il y en a plusieurs qui sont congelés. Du coup, chaque mois, vous pouvez retenter, mais chaque mois, par contre, vous devez repayer 1 520 €. Après, peut-être d'ici là, ça a augmenté. Peut-être que maintenant, ça a augmenté les prix. Après, nous, c'était à notre époque. Après, du coup, on va vous parler de notre première fois, comment ça s'est passé. Alors, pour Swiley,
l'insémination. Donc la première fois, ça n'a pas fonctionné. Ouais, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on est reparti. En fait, on est parti pour Swiley le faire en février. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on est reparti le faire en mai parce que le temps de replacer les sous, parce que là, on devait replacer 1190 € juste l'insémination, mais il fallait repayer le voyage, il fallait repayer tout. Et du coup, c'est vrai que c'était un coût. Et pour Swiley, du coup, j'ai commencé les piqûres à J2 de mes règles. En fait, voilà, vous avez vos règles. Une fois que vous avez vos règles, à J2 des règles, vous commencez le ménopure. Moi, en tout cas, c'était ça que j'avais. Alors, j'avais 37,5 millilitres de ménopure tous les soirs. C'était toujours à la même heure. Il fallait le prendre après 21h ou à 21h pile. Nous, on avait mis un réveil. Ouais. Et c'était notre c'était notre sage-femme. Notre sage-femme qui était notre voisine aussi. Qui était une amie. Et une amie. Qui nous faisait mes piqûres et le mélange, tout ça, parce que c'est vrai qu'on était un peu perdus au début. Ouais, parce qu'en fait, quand on reçoit le ménopure, en fait, il y a 2 flacons, c'est de la poudre, et après, il faut injecter le liquide, et nous, on était complètement paumés. Et heureusement qu'elle était là pour nous aider, d'ailleurs. Grave. Et voilà. Voilà. Et du coup, pour Swiley, voilà, j'ai pris mes piqûres tous les soirs. J'en ai eu pour 8 jours. Voilà, j'ai fait 8 jours de ménopure. Tous les 2 jours, tous les 2 jours, j'allais contrôler mes follicules. Voilà. C'est-à-dire, je regardais s'ils avaient grossi. Comme je vous ai dit au début, il fallait qu'ils atteignent à peu près 1,7 mm. S'ils avaient grossi, si tu en avais d'autres qui étaient arrivés, s'il y en avait d'autres qui disparaissaient, parce que ça arrive aussi. Il fallait que en fait, le gynécologue les compte, regarde la grosseur. Et aussi, pendant que je faisais du coup mon écho pelvienne, j'avais juste avant la prise de sang à faire. Pour voir le taux de progestérone. Le taux de progestérone. Voilà, une fois que j'ai fait ça... Non, le taux d'œstradiol. L'œstradiol, ouais. Mais tu prenais de la progestérone en pas ovule. Maintenant. Ouais. Pas là. Non, pas tout de suite. Mais du coup, voilà, là j'étais à l'épicure, je contrôlais tous les 2 jours. C'est-à-dire tous les 48 heures. Et une fois qu'en gros, et j'envoyais en fait à chaque fois les résultats à l'Espagne par mail. Une fois que l'Espagne me disait c'est bon, vos follicules sont assez gros, vous pouvez arrêter de les contrôler. Du coup là, ils nous disaient de venir en Espagne. Non, ils nous donnaient la piqûre de déclenchement, qui s'appelait Ovitrel. Ovitrel. Et de là, nous, on partait en Espagne, on déclenchait du coup... Non, on déclenchait pas l'Ovitrel tout de suite. Non, on déclenchait l'Ovitrel 24 heures avant. Ouais, en Espagne. Du coup, là, on venait en Espagne, on est en train de se perdre. Ouais, on revenait en Espagne, ils recontrôlaient et ils nous disaient si c'était bon ou pas pour déclencher l'ovulation avec l'Ovitrel. Voilà, une fois en Espagne, du coup, on restait 1 semaine. Et une fois qu'ils nous avaient dit, bon, bah là, c'est bon... vous pouvez faire la dernière piqûre qui était l'Ovitrel. À telle heure, parce que c'était précis. C'était précis. C'était précis, ouais. Par rapport, en fait, à l'heure à laquelle ils devaient faire l'insémination, ou même la FIV, enfin la repas. Ouais. À partir du moment, en fait, où ils injectent, ils nous disent, voilà, vous déclenchez l'Ovitrel. Alors, la première fois, en plus, pour Swiley, c'était à 4h30 du matin. C'est vrai. À 4h30 du matin, on avait mis un réveil. Il fallait déclencher l'ovulation pour être prête, du coup, le lendemain, à telle heure, quoi. Voilà. C'était l'après-midi, les inséminations, généralement. Ouais. Et donc après, ça n'a pas fonctionné du premier coup. On est reparti donc au mois de mai. Ouais, voilà, on est reparti au mois de mai. Ça a été le même procédé. Ouais. Et du coup là, après moi, comme j'ai un vaginisme, c'est pas facile par rapport déjà aux échographies pelviennes. Ça, on vous fera une autre vidéo. Ouais, c'était déjà compliqué. Mais du coup, en Espagne, déjà, ils sont un peu plus compréhensifs qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France, c'était un peu barbare, j'avais pas le choix, et puis voilà. Alors qu'en Espagne, par rapport à mon vaginisme, c'est vrai qu'ils ont pris le temps. Ils m'ont décontracté, ils m'ont donné un Xanax, parce que voilà, oui, ils t'ont donné un décontractant musculaire. Ouais. C'est stressant, et après, au lieu du coup de me mettre le spéculum avant, et... vous savez, de prendre du coup le spermatozoïde du donneur et de me l'injecter. En fait, ils ont d'abord pris le spermatozoïde du donneur et après, ils m'ont mis le spéculum pour que j'ai le spéculum moins longtemps. Pour que ce soit un peu plus vite, voilà. Et franchement, ça a été super parce qu'elles ont été patientes. Vraiment. Ah oui, même le médecin. Enfin, ouais. Tout le monde en fait. Comparé à la France où c'est à la chaîne et bon bah tant pis, t'as un vaginisme. On a été bons quand même en France, oui. Mais t'as un vaginisme, c'est pas grave, t'as pas le choix. Si tu veux faire un enfant, il faut que tu prennes sur toi quoi. Ouais. On dirait qu'en France, avoir un vaginisme, c'est comme une maladie. Genre, ah ouais, vous avez un vaginisme. Bon, c'est pas grave, de toute façon, faut y aller quand même. Voilà, ouais. Et du coup, voilà. Bref, bon, on a parlé des échecs pour Swiley. Faut savoir que pour faire BB2,
avant de faire les Les jumelles. jumelles. On a réessayé avec une insémination artificielle, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on a décidé de faire la ponction de Laura. Ouais. Ça a fonctionné. Et Laura, par contre, elle en a donné que 5 en tout. Ils en ont ponctionné que 5. Et il n'y en a que 3 qui ont pris. Ouais. Voilà. Et du coup, on en a décidé d'en injecter 2. Et Pour ça a mettre fonctionné. plus de chance de notre côté, parce que je me suis dit, avec mon âge, j'ai pas pu en donner beaucoup comparé à toi. Ouais. Oui, parce que moi, du coup, j'ai fait ma ponction pas en même temps, parce Non. qu'elle, elle l'a fait en décembre et moi, je l'ai fait en mai. Mais à quelques mois d'intervalle, moi, j'en avais donné 21 et Laura en avait donné que 5. Que 5. Et sur les 5, donc moi, il y en a que 3 qui ont tenu. Toi, il y en a 16 Ouais, qui ont tenu. Et du coup, il nous reste 17 bébés en Espagne qui sont congelés avec le même donneur. 17 bébés potentiels. Voilà. Si ça C'est tient des bien. embryons de 7 à 6 6 ou à 7 7 jours. jours. Ouais, Ouais. voilà. Et du coup, on a décidé d'en injecter 2 pour les jumelles et les 2 ont pris. Du coup, voilà, ils étaient dans mon ventre, les jujus. Et voilà, maintenant elles vont avoir 9 Elles ont 9 mois aujourd'hui. 9 Voilà. mois aujourd'hui et bientôt 1 an. Ça après passe vite. Noël. Et Sohailey va aller sur ses 4 ans. Ouais. Et donc après, donc pour l'insémination artificielle, pour savoir si ça avait fonctionné ou pas, tu as fait un test de grossesse. Non, tu as fait une prise de sang 14 jours après l'insémination. Ouais, 14 jours après l'insémination. Alors que pour une FIV, je fais une FIV ou repas. FIV ou repas, ouais. Je fais une prise de sang 9 jours après. Ouais, voilà. Le temps est moins long, c'est mieux. Ouais, le temps est moins long, ouais. C'est vrai, parce que c'est vrai que l'attente est très très longue. Après, je vous cache pas que les 2 échecs qu'on a eu par insémination, donc la première fois avant Sohailey, on a énormément pleuré. Bon, après, on a eu Sohailey, on a retenté, comme on vous a dit. Quand ça n'a pas fonctionné, on a repleuré aussi. Oui. Je pense que c'est beaucoup Et pourtant, de... c'est pas des fausses couches, mais c'est juste que ça a pas pris, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal de savoir... Alors, on imagine la souffrance pour les fausses couches. Exactement, Ouais. exactement. C'est vrai que c'est très compliqué parce que déjà on est dans une attente, alors on essaye de sortir un maximum pour essayer de se changer les idées parce que l'attente est très très longue. Alors que 15 jours, là depuis que Sohailey elle va à l'école, 15 jours en réalité ça passe super vite. Ouais. Une semaine ça passe super vite, mais quand on est dans une attente comme ça, C'est long. c'est extrêmement long. Et surtout qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants. On n'avait pas d'enfants, donc on sortait un maximum. Ouais. Pour, tout en faisant attention, parce qu'on se disait, on sait pas, des fois, faut pas trop sortir. Elle voulait pas que je porte les Voilà, courses. j'avais tellement Parce peur. que ça, c'est des précautions par contre. L'Espagne nous le dit bien. Une fois que l'insémination ou le transfert a été fait, Le premier jour, ne pas marcher. on ne marche pas le premier jour. On reste un maximum allongé. Si on ne prend la porte voiture, pas- il faut pas rester assise, il faut être en semi-allongé. Ouais, il ne faut pas porter de course, il ne faut pas se baigner. Alors, Ouais. pas de piscine, pas de bain, pas de tout ça. Et vous avez aussi, on a oublié de le dire, que ce soit pour les inséminations, la repas ou la FIV, vous avez des ovules de progestérone à mettre dans votre vagin. Même après, Voilà. même après tout ça. Ouais, ça dure longtemps, c'est pour que l'embryon s'accroche et reste accroché. Or, c'est à peu près 3 mois que vous les mettez, Ouais. jusqu'aux 3 mois de grossesse à peu près. Ouais. Et faut savoir aussi qu'avec Gravida, je ne sais pas après comment ça se passe dans les autres cliniques, mais c'est vrai qu'avec Gravida, ils nous demandent donc si ça a fonctionné. Jusqu'aux 3 mois déjà, ils nous demandent si tout va bien, même après. Ils nous demandent tout au long de la grossesse comment ça va, est-ce que Mélanie était pas trop malade. Ouais. Mais après, c'est plus côté relationnel, là, je pense. Ouais, là, C'est je pense pas que c'est forcément plus le- médical. là. Non, non, non. Et après, quand on a, quand Sohailey est né et quand les jumelles sont nées, on leur a envoyé un mail pour leur dire que voilà, les filles étaient en très bonne santé. Parce Ils ont eu qu'elles le nous ont faire envoyé- part. Ouais, elles ont eu le faire part de naissance, parce qu'on leur envoie aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très... c'est pas juste on est simplement des patients. Voilà, c'est vrai que le fait de prendre des nouvelles pendant la grossesse, de savoir comment... de prendre des nouvelles après, du coup, comment l'accouchement s'est passé, si les filles vont bien et tout, C'est vrai. ça donne l'envie aussi de donner le faire part, parce que c'est grâce à eux aussi que elles sont On a là. notre famille. Voilà, qu'on a construit notre famille. Ouais. Malgré que oui, c'est un coût, c'est un énorme coût. Mais c'est vrai qu'on a une relation avec cette clinique qui est très fluide. Ouais. C'est vrai. voilà. C'est une superbe clinique, Gravida, voilà. Gravida À à Barcelone. Barcelone. Après, il y en a à Madrid aussi. Il y en a une à Madrid. Mais nous, c'est vrai que c'est à Barcelone. Nous, c'est vrai que c'est à Barcelone. Et voilà, donc tout s'est très très bien passé avec eux. Et Ouais. pour bébé 4, parce que comme il y en a beaucoup qui nous suivent sur TikTok et Et Instagram, ils savent très bien que on compte faire bébé 4 dans l'année 2024. Donc Voilà. on vous filmera vraiment tout.
Après, moi, je ne pourrais pas filmer quand on injectera en fait bébé 4. Ouais, le transfert parce que du coup, elle ne peut pas rentrer avec les enfants. Voilà, donc moi, je serai en bas. Avec les 3. Avec les 3. Et toi, tu essaieras de filmer comme tu peux pour le transfert. Et voilà. On essaiera de vous faire une vidéo, donc c'est pas maintenant. Vous emballez pas tout de suite les choupis. On essaiera de filmer toutes les étapes, les piqûres et tout ça pour vous faire une vidéo YouTube de tout ce processus. Voilà, on espère que la vidéo vous a éclairé. On a essayé de répondre à un maximum par rapport aux questions qu'on nous posait en privé. Après, si le contenu vous plaît, dites-nous en dessous de cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans nos prochaines vidéos YouTube, que ce soit notre rencontre, je sais pas, les accouchements. Voilà, les accouchements, comment se sont passés. Je sais pas, dites-moi. Les premiers mois, quand on a eu Soiley, est-ce que ça a changé beaucoup? Est-ce qu'avec les jumelles, ça a changé encore plus? Voilà, on vous fera des vidéos de toute façon comme ça. Dites-nous des exemples de vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne YouTube qui pourraient être différents de TikTok et Instagram. Voilà. Bon, je pense que notre rencontre, on va vous la faire parce que ça nous est beaucoup demandé aussi en live, comment on s'est rencontrés et tout ça. Notre coming out, je pense qu'on va vous l'expliquer aussi, malgré qu'on l'a déjà dit en live. Mais voilà, on le réexpliquera aussi dans une vidéo. Donc, il y a des vidéos déjà qui sont des thèmes qui sont déjà prédéfinis. Maintenant, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en dessous de la vidéo. Voilà. Et voilà, c'est notre première vidéo YouTube, notre vraie première vidéo YouTube. Alors, ne faites pas trop attention, je vais essayer de faire le montage. Voilà, soyez un petit peu indulgents. Voilà. C'est pas... J'ai pas v'là le... Enfin, je suis débutante. On n'a pas là les techniques, quoi. TikTok, ça va, c'est filmé sur le moment. Bon, voilà. Mais là, du coup, sur YouTube, c'est notre toute première. Oui, on vous en a déjà fait avec des pranks, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment la première vidéo sérieuse sur des sujets sérieux. Donc, voilà, on a essayé de vous éclairer au maximum. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire. Et voilà. Donc, bisous les choupis. Bisous les choupis.